D'après les données, le Canada continue de faire face à des défis économiques qui diminuent la qualité de vie globale pour les citoyens moyens. Découvrons pourquoi. Salut tout le monde, c'est Griffin ici. Si vous suivez de près la situation au Canada à grande échelle, vous êtes probablement conscient de la manière dont, au cours des dernières années, les Canadiens moyens se sont sentis de plus en plus appauvris selon la plupart des indicateurs financiers. Cela va des coûts croissants des biens et services, exerçant une pression à la hausse sur les budgets mensuels, au paiement d'intérêts fulgurants sur les prêts hypothécaires et au doublement des prix des loyers dans de nombreuses zones métropolitaines à travers le pays, faisant monter les coûts de la vie de base à des niveaux jamais atteints. Il y a également une augmentation des impôts à tous les niveaux de gouvernement et même une croissance salariale qui ne peut tout simplement pas suivre le rythme de l'augmentation des coûts de la vie. Tout cela a conduit de nombreux Canadiens à avoir l'impression de tourner en rond sur une roue de hamster financier sans fin en vue pour les conditions qui continuent d'augmenter à l'horizon, ce qui a un impact négatif sur le niveau de vie perçu et réel dans ce pays. Donc, dans cette vidéo, je voulais mettre en lumière des points de données spécifiques qui indiquent cette réalité et découvrir ce qui pourrait attendre les Canadiens au quotidien. Entrons dans le vif du sujet et prenez une seconde pour laisser un pouce en l'air sur cette vidéo, c'est tout ce que je demande en retour. D'accord, donc, malgré l'introduction plutôt pessimiste de cette vidéo, selon certaines mesures, l'économie canadienne a en fait affiché une performance de croissance historique relativement solide au fil des ans, parallèlement à d'autres nations du G7. Malgré la baisse causée par la pandémie il y a quelques années, l'immigration accélérée et une forte résilience de l'économie intérieure du Canada ont joué des rôles cruciaux dans la conduite d'une reprise rapide, influençant particulièrement les secteurs du logement et de la consommation, même malgré la campagne agressive de resserrement monétaire de la Banque du Canada qui a affecté les budgets des ménages à l'échelle nationale. Mais le problème est que la prospérité économique des citoyens ordinaires va au-delà de la simple croissance économique à grande échelle. Alors que les chiffres agrégés du PIB fournissent une vue sur la croissance économique du pays, le niveau de vie lui-même offre une autre réalité. En ajustant la performance économique du Canada pour la croissance démographique qu'il connaît, une histoire différente émerge. Avec le déclin persistant du PIB par habitant du Canada, c'est-à-dire la croissance économique par habitant, une tendance qui s'est accélérée depuis le début de la pandémie. D'accord, donc comme on peut le voir dans ce premier graphique examinant la croissance agrégée du PIB des nations du G7 avant et après la pandémie, eh bien, au cours de la décennie précédant la pandémie, le Canada a en fait réussi à suivre le rythme de croissance observé aux États-Unis, maintenant un taux de croissance moyen légèrement supérieur à 2% par an, dépassant la moyenne du G7 de 1,4%. Malgré avoir fait face à l'une des contractions financières les plus profondes en 2020, le pays a rebondi de manière impressionnante au cours des années post-pandémie, assurant la deuxième expansion moyenne la plus rapide, ce qui, à mon avis, est assez surprenant pour le moins. Et malgré certains des autres problèmes qui ont maintenant été mis en lumière en raison de l'immigration de masse, tels que l'offre de logement en particulier, un facteur significatif contribuant à cette performance du PIB a été la tendance de longue date du Canada à réaliser des gains démographiques robustes, dépassant de loin ceux d'autres économies avancées, comme le montre ce graphique. Depuis 2020, l'écart de population entre le Canada et le G7 s'est encore élargi, car la croissance démographique a explosé sous le gouvernement actuel. Mais bien que cela semble plutôt positif, voici le hic. En tenant compte de la croissance démographique, le PIB réel par habitant du Canada, c'est-à-dire par individu dans le pays, est en déclin depuis plusieurs années, comme nous pouvons le voir sur ce graphique. Au début des années 1980, le Canada avait un avantage de près de 4 000 $ américains par rapport à la moyenne des autres économies avancées, tout en restant relativement en phase avec les chiffres américains. En l'an 2000, cet avantage avait presque disparu car le PIB par habitant aux États-Unis avait dépassé celui du Canada de plus de 8 000 $ américains. Depuis le choc pétrolier de 2015, la performance économique du Canada s'est encore détériorée avec un maigre taux de croissance annuel du PIB réel par habitant de seulement plus 0,4%, nettement inférieur à la moyenne des économies avancées de plus 1,4%. D'accord donc,
Compte tenu de ce que nous venons d'examiner, attribuer une faible croissance du PIB par habitant uniquement à une croissance démographique rapide pourrait sembler être la réponse simple, car cela gonfle le dénominateur dans le calcul de la croissance du PIB par habitant. Cependant, cette perspective simplifie excessivement la situation et obscurcit la véritable narration en cours, car bien que le nombre de Canadiens augmente actuellement à un rythme historique de 3% d'une année sur l'autre, il s'agit d'un développement récent. La croissance démographique moyenne depuis 2020 à 1,2% par an a seulement légèrement dépassé son rythme d'avant 2000. En revanche, la croissance réelle du PIB est à la baisse depuis les années 1980. Et cela suggère que le véritable problème réside dans une croissance insuffisante dans le numérateur de l'équation, c'est-à-dire le PIB réel. En essence, le Canada a réussi à maintenir des taux de croissance du PIB plus élevés au cours des décennies précédentes avec des niveaux de croissance démographique similaires à ceux d'aujourd'hui. Ainsi, nous ne pouvons pas uniquement blâmer les niveaux d'immigration plus... Non, en réalité, comme je l'ai mentionné à quelques reprises sur la chaîne d'une manière quelque peu controversée pour certains, le problème fondamental réside dans un niveau de productivité en déclin persistant qui a affecté l'économie canadienne pendant une période prolongée, même malgré les efforts des responsables politiques du pays pour tenter de rectifier la situation. C'est là que les données deviennent intéressantes. Maintenant, la performance médiocre de la productivité au Canada est souvent attribuée à plusieurs facteurs se combinant en un ensemble problématique, notamment les investissements dans les structures non résidentielles, les machines, l'équipement et la propriété intellectuelle ont été en deçà des attentes depuis 2015. Fondamentalement, cela signifie que le Canada n'investit pas le niveau adéquat de capital dans les biens immobiliers, l'équipement et les machines, voire même dans l'infrastructure qui pourrait augmenter davantage la production totale du PIB. Et la raison pour laquelle cela pose problème est que l'utilisation de ces inputs est ce qui conduit à une efficacité accrue du travail et à une production productive. Et une comparaison avec les tendances aux États-Unis révèle une intensité capitalistique nettement plus faible au Canada au cours des 2 dernières décennies. De plus, le déclin du PIB par habitant peut également être attribué à une diminution des investissements dans la recherche et le développement, entraînant ce qu'on appelle un écart d'innovation. D'après les données, au cours des 2 dernières décennies, les dépenses de recherche et développement au Canada ont constamment diminué, ce qui contraste nettement avec toutes les autres nations du G7 qui ont connu des augmentations variables. Ce défi est encore accentué par les niveaux déjà bas des investissements en R&D en termes absolus par rapport au PIB. En 2021, les dépenses de R&D au Canada représentaient seulement environ 1,7% du PIB, soit la moitié de la part actuelle des États-Unis et en retard par rapport à la plupart des autres pays. C'est un problème pour la prospérité économique à long terme du pays, car cela signifie que les entreprises canadiennes dépensent de plus en plus peu pour l'innovation, ce qui est finalement ce qui stimule la croissance économique, crée des emplois et améliore la qualité de vie des citoyens. De plus, je ne pourrais pas faire une vidéo parlant des difficultés économiques du Canada sans même mentionner brièvement ses inefficacités réglementaires croissantes et ses politiques fiscales qui sont également citées comme des obstacles majeurs à la productivité et à l'innovation canadienne. De plus en plus, ces ressources semblent être gaspillées dans des projets et des initiatives inutiles et envoyées à l'étranger au lieu d'être utilisés pour améliorer l'infrastructure canadienne et augmenter la qualité de vie en déclin au Canada. En termes simples, les Canadiens paient une proportion beaucoup plus importante de leur revenu total en impôts en agrégeant tous les niveaux d'impôts gouvernementaux, des taxes municipales, provinciales, fédérales,
ainsi que des taxes de vente plus élevées sur chaque achat, l'incapacité de déduire les intérêts hypothécaires des résidences par principal et toute une série d'autres facteurs. En comparaison avec les États-Unis, des décennies de revenus disponibles plus élevés utilisés à des fins d'investissement par la personne moyenne peuvent se traduire par des portefeuilles de retraite et des nids de retraite beaucoup plus importants. Mais si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous. Avec tout cela étant dit, malheureusement pour nous, Canadiens, les perspectives d'amélioration des normes de vie au Canada ne suivent pas une trajectoire positive. Le PIB réel par habitant a connu une contraction au cours des 3 derniers trimestres et nos dernières prévisions indiquent des contractions continues jusqu'à la fin de 2024. Et à long terme, l'Organisation de coopération et de développement économique, ou OCDE en abrégé, prévoit que le Canada sera à la traîne derrière tous les autres membres de l'OCDE en ce qui concerne la croissance du PIB réel par habitant jusqu'en 2060. Cela souligne qu'en l'absence de changement réel dans l'approche du Canada en matière de productivité et de croissance, les défis du Canada pour atteindre un niveau de vie amélioré persisteront bien dans le futur, en particulier pour les prochaines générations qui seront sans aucun doute confrontées à des défis économiques que les générations précédentes n'ont pas connus. En fin de compte, l'écart croissant du Canada dans le PIB réel par habitant par rapport aux autres grandes économies devient de plus en plus difficile à ignorer et cette préoccupation est largement passée inaperçue alors que l'économie canadienne semble dissimuler des défis persistants de productivité en comptant sur ce qui semble être une croissance insoutenable grâce à l'afflux de travailleurs supplémentaires. Cependant, malgré cet effort, un problème fondamental persiste dans ce pays et c'est une performance décroissante de la productivité du travail. Merci beaucoup de regarder, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, prenez une seconde pour lui donner un pouce en l'air, cela aide vraiment ma chaîne. Et si vous souhaitez en savoir plus sur le revenu de base universel proposé au Canada, assurez-vous de regarder cette vidéo ici. Merci de visionner et je vous retrouve dans la prochaine.